ci yére moo ay ci ndab moo ay ci karo moo ay ci dama ni la ak Soclean day set di xëy lu ne. fii ba le 31 juillet 2012 ak Soclean gagné leen benn chéri cucu ay parure or ak ay enveloppe yu 50 000 ak 100 000 francs CFA def leen fukki sachet Soclean yu 30 grammes wala ñaar fukki sachet yu 15 grammes ci enveloppe yóbbu leen ko ci Easy boutique yi ci Pridu yi ak ci grossiste agréé yi wala ngeen yónnee ko ci boîte postale 32 156 Dakar ak Soclean léppay set di xëy lu neex. On pourrait moderniser le port, par exemple. Construire plus d'hôpitaux, c'est vital. Réhabiliter les routes, c'est essentiel. Reconstruire ensemble une économie solide, c'est possible. Le Trésor public de Côte d'Ivoire lance un emprunt obligataire par appel public à l'épargne dénommé TPCI 6% 2012-2015. De montant de 60 milliards, cet emprunt est rémunéré à 6% l'an sur 3 ans. Choisissez dès maintenant une épargne sûre et rentable et engagez-vous pour le futur. Rebâtissons ensemble une économie forte. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette principale édition de la soirée. Voici les titres. Une forte implication du Sénégal dans la résolution de la crise au Mali et en Guinée-Bissau, l'envoi de forces supplémentaires dans ces deux pays, des négociations avec les rebelles Touaregs du Mali. Toutes ces décisions sont sorties du sommet extraordinaire de la CEDEAO. La rencontre se tenait hier à Dakar. Sur l'international, dernier jour de campagne en France pour les deux candidats à la présidentielle, au moment où Nicolas Sarkozy annonce une grande surprise pour dimanche, François Hollande lui appelle ses militants à rester vigilants et à se mobiliser. Ils étaient tous les deux en déplacement. Et puis le menu de Week-end Sport ce vendredi, Tricopire, du football, des arts martiaux, de la pétanque et des courses hippiques. Rendez-vous avec Komba Diakhaté-Mar en fin de journal. En ouverture, le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO hier à Dakar. Le Sénégal a décidé de renforcer son implication dans la résolution de la crise au Mali et en Guinée-Bissau avec l'envoi de forces supplémentaires sous la bannière de la CEDEAO, l'organisme sous-régional justement qui préconise le déploiement de ses troupes au Mali suite aux récentes violences qui ont secoué le pays, et c'est pour sécuriser la transition. À cet effet, la conférence a décidé d'entamer des négociations avec les rebelles Touaregs pour une réunification du Mali, nous dit Pape Biram Ndiaye. Quand l'hymne de la CEDEAO retentit à Dakar, une semaine après Abidjan, c'est parce que l'heure est grave. La crise politique qui secoue la sous-région s'est accentuée. Un mini-sommet des chefs d'État de la CEDEAO convoqué d'urgence, dont la capitale sénégalaise. L'Afrique et le monde entier nous regardent. Chacun doit faire preuve de dépassement en acceptant la voie du dialogue et en faisant un examen de conscience devant les conséquences fâcheuses liées au maintien de ces foyers de tension dans la sous-région. La CEDEAO n'est pas une force d'occupation. Au contraire, nous cherchons à éradiquer les germes d'une déstabilisation qui, à terme, n'épargnera aucun de nos pays. Nous sommes donc tous concernés par ce qui se passe au Mali et en Guinée-Bissau. Le Sénégal a décidé d'augmenter sa contribution à la mission militaire de la CEDEAO en Guinée-Bissau en mettant à sa disposition une compagnie du génie spécialisée dans la réalisation d'infrastructures
et un hôpital militaire. Le Sénégal au cœur de la diplomatie ouest-africaine pour la résolution de la double crise Mali-Guinée-Bissau. Aujourd'hui, il s'agit d'être beaucoup plus ferme dans les décisions et dans le suivi des mesures prises par la CEDEAO. La CEDEAO qui durcit le ton face au refus des militaires de répondre aux exigences de la communauté dans ces deux pays. La conférence instruit la commission de la CEDEAO de préparer la force en attente de la CEDEAO pour son déploiement dès que les autorités maliennes en feront la requête. La conférence rappelle que toute personne qui déstabiliserait le processus de transition s'exposera aux sanctions ciblées telles que contenues dans sa décision du 29 mars 2012. Le sommet instruit la Commission de transmettre cette décision au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et au Conseil de sécurité des Nations unies et aux autres partenaires à l'effet de solliciter leur appui sur la question. La CEDEAO reste plus que jamais décidée à mettre fin à ces deux crises politiques, puisqu'aujourd'hui, c'est toute la sous-région qui est menacée avec cette instabilité qui a tendance à devenir chronique. La situation politique qui prévaut au Mali, si elle n'est pas réglée rapidement, elle menacerait gravement la paix et la stabilité dans toute la zone sahélo-saharienne et au-delà. La sécurisation de l'intégrité territoriale du Mali fait partie des objectifs immédiats de notre communauté. À cet égard, des négociations seront entamées avec la rébellion dans le cadre de l'intégrité territoriale du Mali. De la fermeté, de l'engagement et de la volonté, le triptyque qui accompagne l'action des chefs d'État de la CEDEAO pour aboutir à une résolution rapide de la double crise. Peut-être là les prémices d'un avenir de paix dans la sous-région. Pape Birame Ndiaye, parmi les conclusions issues de ce sommet extraordinaire de la CEDEAO à Dakar, la réduction de la période de transition à 12 mois en Guinée-Bissau. Le président de l'Assemblée nationale qui va être élu dans les jours à venir sera le président par intérim du pays. La France, en sa qualité d'observateur, a promis d'apporter son soutien aux efforts de la CEDEAO pour une normalisation de la situation politique avec une priorité accordée aux cas maliens, une marque de solidarité saluée par le Premier ministre malien, Cheikh Modibo Diarra, que nous écoutons. Nous venons de terminer un sommet qui s'est agréablement bien passé. Je voudrais d'abord remercier le président Macky Sall pour toute l'hospitalité, la teranga habituelle du Sénégal. Et je crois que nous avons pris de bonnes décisions pour accompagner nos frères du Mali et de Guinée-Bissau. Et nous pensons que les choses devraient se stabiliser assez rapidement dans les deux pays. Un bon travail a été fait concernant aussi bien le Mali que la Guinée-Bissau. Je pense que nous avons analysé les situations respectives à la lumière des derniers développements sur le terrain. Et bien entendu, les décisions et propositions et recommandations qui ont été faites, je pense, seront de nature à permettre d'avancer un peu plus, non seulement vers la normalisation de la situation politique au Mali et en Guinée-Bissau, mais aussi, en ce qui concerne le Mali particulièrement, vers le recouvrement de l'intégrité territoriale du Mali et l'organisation d'élections crédibles qui vont consacrer le retour définitif à une situation constitutionnelle. Dans quel délai pensez-vous qu'il sera nécessaire de faire la demande d'intervention de cette force d'attente-là, de la CEDEAO? Est-ce que vous allez le faire exactement? Bon, je pense qu'il va falloir faire le point de la situation, non seulement au niveau de nos forces armées, mais également au niveau de la préparation des élections. C'est ça qui pourra déterminer les délais qui nous seront imposés par la réalité. Je pense que pour le recouvrement de l'intégrité territoriale, il y a des délais qui sont impératifs, qui sont d'abord les délais de préparation des forces de la CEDEAO qui devront intervenir éventuellement sur le terrain, parce que encore faut-il que le Mali en fasse la demande.
et aussi un temps de préparation de nos propres forces armées pour qu'elles soient à hauteur de mission. Dans l'actualité nationale toujours, et nous parlons maintenant de la revitalisation de l'enseignement de la formation technique et professionnelle et du comité technique pour le développement d'un cadre régional de certification. C'est le sujet qui a été débattu au cours de la 4e réunion de l'IATT, ouverte hier jeudi à Dakar, une initiative de la BAD, de l'UNESCO et du PNUD, Abouna Tchaou. 4e du genre, cette rencontre a pour entre autres objectif de permettre aux différents partenaires de partager sur la mise en œuvre d'un plan stratégique pour l'enseignement de la formation technique et professionnelle. Il s'agit d'harmoniser les actions entreprises à l'échelle communautaire. Ces 2 jours de travaux sont une étape importante dans le suivi de l'évaluation de nos actions. Ils vont nous permettre de nous retrouver entre partenaires et l'équipe de la CEDEAO afin de mettre à jour cette feuille de route pour qu'ensemble, notre impact soit plus important. L'enseignement de la formation technique et professionnelle mérite d'être développé et accompagné dans la zone CEDEAO. Il favorisera l'emploi des jeunes et la promotion des PME et contribuera à la croissance des secteurs clés de l'économie de la région. C'est la raison pour laquelle notre institution va concentrer ses efforts pour les années à venir sur la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, la science et la technologie. Au Sénégal, un cadre de certification a été déjà mis en place, même s'il reste encore des efforts à faire. À cet effet, la tutelle affiche ses ambitions. Les défis, c'est d'abord, comme je le dis tout le temps, d'arriver à faire en sorte que la formation professionnelle et l'enseignement technique soient une option pour les apprenants et non plus une issue de secours. Inverser la tendance, c'est-à-dire faire en sorte que le taux alloué à l'enseignement technique et professionnel connaisse quand même une progression, n'est-ce pas, dans la fourchette que nous alloue l'éducation nationale. Et 3e élément, de renforcer le partenariat avec, ou en tout cas la coopération avec les partenaires techniques et financiers. Les travaux devront durer 2 jours, 48 heures de réflexion et de concertation au bout desquels un document sera élaboré. Pour rappel, c'est en 2009 que l'instance régionale, la CEDEAO, avait élevé le FTP au rang de priorité. Et je vous donne à présent lecture de ce communiqué qui nous vient du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, communiqué rectificatif du CNRA relatif à la pré-campagne et à la campagne pour les élections législatives du 1er juillet 2012. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, autorité indépendante chargée d'assurer le contrôle de l'application de la réglementation sur l'audiovisuel, conformément à la loi numéro 2006-04 du 4 janvier 2006 portant création du CNRA, rappelle aux différents acteurs du jeu démocratique, hommes politiques et professionnels de la communication, qu'au terme de l'article L63 du nouveau code électoral, il est interdit toute propagande déguisée ayant pour support les médias nationaux, publics et privés durant les 30 jours précédant l'ouverture de la campagne officielle électorale. Conformément aux dispositions de l'article L63 du nouveau code électoral, durant les 30 jours précédant l'ouverture officielle de la campagne électorale, est interdite toute propagande déguisée ayant pour support les médias nationaux, publics et privés et sont considérés au sens de la présente loi comme acte de propagande électorale déguisée toute manifestation ou déclaration publique de soutien à un candidat ou à un parti politique ou coalition de partis politiques faite directement ou indirectement par toute personne, quelle qu'en soit la qualité, nature ou caractère, sont assimilés à des propagandes ou campagnes déguisées, les visites et tournées à caractère économique, social ou autrement qualifiées, effectuées par toute autorité de l'État sur le territoire national et qui donnent lieu à de telles manifestations ou déclarations. L'organe chargé de la régulation des médias est chargé de veiller à l'application stricte de cette interdiction.
En cas de contravention à cette interdiction, l'organe chargé de la régulation des médias doit proposer des formes appropriées de réparation au bénéfice de tout candidat, de tout parti politique ou coalition de partis politiques lésés. Et ces derniers peuvent saisir directement l'organe de régulation des médias d'une plainte en cas de contravention à cette interdiction. Et pendant la campagne sont interdites l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse, de la radiodiffusion et de la télévision. Deuxièmement, l'utilisation des biens ou moyens publics aux fins de cette campagne sous peine de sanctions pénales prévues par le présent code. Et en cas de rupture de l'égalité entre les candidats du fait de l'utilisation des moyens publics, la Cour d'appel est tenue de délibérer dans les 48 heures suivant la saisine. Et cette interdiction ne fait pas obstacle à l'exercice normal des fonctions administratives, gouvernementales et parlementaires. Les médias publics ou privés de l'audiovisuel, de la presse écrite ou utilisant tout autre support qui traite de la campagne sont tenus au respect rigoureux des règles d'équité et d'équilibre dans le traitement des activités des candidats ou listes de candidats pendant la campagne électorale. Et il est à noter que les organes fautifs s'exposent également aux sanctions prévues par l'article 26 de la loi numéro 2006-04 du 4 janvier 2006 et qui vont d'une amende de 2 à 10 millions à une suspension de tout ou partie des programmes jusqu'au retrait définitif de l'autorisation d'émettre. La période de pré-campagne s'étend du vendredi 11 mai 2012 à 0h au samedi 9 juin 2012 à minuit. Et la campagne électorale démarre officiellement le dimanche 10 juin 2012 à 0h. Elle prend fin le samedi 30 juin 2012 à 0h. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel veillera rigoureusement à l'application stricte de ces dispositions et il sait pouvoir compter sur l'attachement de tous les acteurs responsables des médias, hommes politiques, sociétés civiles, etc., au respect de nos lois et règlements ainsi qu'à leur esprit de responsabilité pour une pré-campagne et une campagne sans heurts pour l'Assemblée du CNRA signée la présidente. Dans l'actualité nationale toujours, le ministre de la Culture rend visite au patronat. Le MEDES, Mouvement des entreprises du Sénégal, et le CNP, Conseil national du patronat, ont reçu Youssou Ndour. État des lieux, recommandations et doléances étaient au menu, nous dit Amsa Toussé. Ce sont des chefs d'entreprise engagés qui ont fait face au ministre de la Culture et du Tourisme. Au CNP comme au MEDES, 2 sons de cloche font écho entre indignation et satisfecit. Nous serons heureux de vous accompagner, en tout cas pour ce qui est des problèmes d'assurance. Je voulais simplement vous dire combien actuellement notre métier, la location de voitures, est piraté et fait perdre beaucoup à l'État en matière de taxes. Monsieur le ministre, au pays de la Teranga, un touriste n'est pas en sécurité. Les étrangers sont, à partir de l'aéroport, ils sont arnaqués, ils sont agressés. Aujourd'hui, un étranger ne peut pas se promener à Lamine Gueye, ni à William Ponty, ni à la place de l'Indépendance. C'est très grave. La question des taxes a été aussi soulevée. Les taxes aéroportuaires sont prohibitives. C'est-à-dire que rien qu'avec, pour aller en Gambie, je donne l'exemple, le billet coûte 200 et quelques mille, je veux dire, alors que les taxes représentent les 2 tiers, parce que le billet, en fait, ça coûte 50 000 à peu près, 50 à 60 000, tout le reste, c'est des taxes. Les maîtres des lieux, quant à eux, se sont félicités de cette visite qui leur a permis de faire le point. Nous avons parlé de la possibilité de développer à travers le tourisme, c'est-à-dire plus de production au Sénégal, c'est-à-dire plus d'emplois. J'ai rappelé tout à l'heure en conclusion que nous avons une balance commerciale très déficitaire. Nous sommes un pays qui importe énormément, qui n'exporte pas. Ça veut dire qu'on a un gap important de production. Et ce gap important de production doit être comblé et le secteur du tourisme
peut y contribuer très fortement. Souffler une nouvelle dynamique à ce secteur-là, en quoi faisant, justement en impliquant davantage le secteur privé, en essayant de faire en sorte que le coût destination Sénégal soit revu à la baisse, en faisant de sorte qu'on suscite de l'intérêt pour que la destination Sénégal soit attractive. Et le ministre de la Culture et du Tourisme a pris une initiative formidable, c'est de demander aux chefs d'entreprise de passer leurs vacances au Sénégal. C'est un signal fort. À la tête de deux départements clés que sont le tourisme et la culture, le représentant de l'État se réjouit de cette séance de travail et prône une gouvernance de dialogue. Je crois que la chose est simple. Nous sommes Sénégalais, nous devons participer au développement de notre pays. Et chaque Sénégalais, comme l'a dit Monsieur le Président de la République, chaque Sénégalais doit participer. Personne ne doit être oublié. Il nous a instruits par le biais de Monsieur le Premier ministre d'aller voir les gens, de discuter, de faire des concertations et surtout ce qu'on appelle en Wolof le diso. Des mesures seront aussi prises. Si on veut impacter sur les gens, il faut enlever ces taxes. Et ces taxes-là vont réduire sensiblement les billets d'avion et la destination Sénégal pourrait être compétitive. Promouvoir le secteur privé dans la transparence, c'est le credo du patronat. Une nouvelle ère semble ainsi se dessiner. Gage de promotion pour la destination Sénégal. Et nous en venons maintenant au communiqué du Conseil des ministres tenu ce vendredi 4 mai 2012. Il est lu par Ibrahim Mboupo. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir Binta, bonsoir à toutes et à tous. Le Conseil des ministres s'est réuni le vendredi 4 mai 2012 à 10h au Palais de la République sous la présidence de son Excellence M. Macky Sall, Président de la République. Dans sa communication, le Président de la République s'est réjoui d'avoir rencontré à l'occasion de la Fête internationale du travail du 1er mai 2012 l'ensemble des responsables syndicaux et a loué l'effort quotidien, la générosité et l'engagement des travailleuses et travailleurs pour le développement de notre pays. Il a également salué l'esprit dans lequel les centrales syndicales ont déposé leur cahier de doléances et s'est félicité du contenu de leur discours empreint de patriotisme et de responsabilité. Dans ce cadre, le président de la République a demandé au gouvernement d'ouvrir de larges concertations dans tous les secteurs en y associant le Comité national de dialogue social. Il s'agit de toujours rester disponible et ouvert au dialogue et à la concertation pour anticiper et prévenir les conflits tout en ne s'engageant que sur ce que le gouvernement pourra respecter et réaliser. Le chef de l'État précise qu'il a instruit le gouvernement d'envisager en collaboration étroite avec l'IPRES la revalorisation des pensions de retraite, notamment par leur augmentation de 10% au moins, et de prendre les dispositions pour réduire la fiscalité sur les salaires dès janvier 2013. Ces mesures, combinées à celles de réduction des prix des denrées de première nécessité que le gouvernement vient de prendre, ont pour objectif d'assurer le mieux-être de nos concitoyens. Le président de la République a fait observer qu'outre l'amélioration de leurs conditions de vie, les populations attachent beaucoup d'importance et à juste raison aux questions de gouvernance, de lutte contre l'impunité et de justice. À ce titre, il prescrit aux membres du gouvernement d'identifier par un examen approfondi de leur dossier de passation des services tout ce qui aurait pu dans le passé déroger à la bonne gouvernance et lui en rendre compte. Il a aussi mis en exergue la parfaite corrélation que les populations font entre, d'une part, le train de vie dispendieux de l'État et la distraction des ressources nationales au profit d'intérêts particuliers et d'autre part, leurs difficultés quotidiennes. À ce propos, il souhaite que le nouveau style de gouvernance donne des résultats tangibles et visibles. Sur ce registre, le chef de l'État informe le Conseil des ministres qu'il a déposé auprès du Conseil constitutionnel sa déclaration de patrimoine conformément à l'article 37 de la Constitution et dans le cadre de l'application des principes de l'éthique et de la charte de bonne gouvernance dans laquelle notre pays s'est inscrit. Le président de la République informe le Conseil qu'il a participé le jeudi 3 mai 2012 au sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation au Mali et en Guinée-Bissau, accueilli par notre pays. Il a salué la bonne organisation de cette rencontre dans des délais très courts et a évoqué les solutions retenues pour une transition dans ces deux pays.
Le chef de l'État a ensuite engagé le gouvernement à initier une concertation nationale dans le secteur de l'éducation et de la formation et dans celui de la santé et de l'action sociale en vue d'un diagnostic global qui permette des solutions durables. Le président de la République a également demandé dans sa communication un audit physique du fichier de la fonction publique et des agents de l'État ainsi qu'un examen des contrats spéciaux. Le chef de l'État a instruit le Premier ministre et le ministre de la Justice de faire le point sur la composition de la Cour de répression de l'enrichissement illicite et de diligenter la désignation de ses membres. Le président de la République a enfin informé de l'arbitrage fait sur l'affectation de certains véhicules récupérés qui ont été mis à la disposition des forces de défense et de sécurité et de certains ministères en appui à leurs services techniques déconcentrés. Dans sa communication, le Premier ministre porte à la connaissance du Conseil qu'il a présidé le vendredi 27 avril 2012 une réunion interministérielle sur la situation de la compagnie aérienne Sénégal Airlines en présence de membres du gouvernement, des représentants des actionnaires, du conseil d'administration et de la direction générale de la dite société. Il souligne que la rencontre avait pour objet de faire un diagnostic de la situation financière de la société en vue de dégager des perspectives. Le Premier ministre indique qu'il a également présidé le lundi 30 avril 2012 un conseil interministériel sur la prévention des risques d'inondation pour l'hivernage 2012. Du bilan de la mise en œuvre des plans d'action antérieurs, il ressort des dysfonctionnements et retards importants dans la réalisation d'ouvrages ou de travaux qui devaient être terminés depuis juin 2011 au niveau de sites très sensibles. Le Premier ministre fait savoir que de 2007 à 2012, plus de 72 milliards de francs CFA ont été dépensés pour des opérations contre les inondations sans qu'une solution définitive ne soit trouvée. Il annonce à cet effet qu'il sera procédé à des audits sur l'utilisation de toutes les ressources consacrées aux inondations au cours de ces dernières années. Concernant la redevance de sécurité pour l'exploitation d'un système intégré de contrôle des arrivées et départs par vols internationaux, institué par le décret numéro 2011-652 du 26 mai 2011, le Premier ministre annonce que le ministre de l'Économie et des Finances a été invité à diligenter une enquête sur la question en relation avec ses collègues de l'Intérieur et des Transports aériens. À la suite de l'intervention du Premier ministre, les ministres concernés par les questions soulevées ont pris la parole pour répondre aux questions, donner des éclaircissements ou rendre compte des activités de leur département. À la suite du débat général, le chef de l'État concernant la compagnie Sénégal Airlines demande la tenue en extrême urgence d'une réunion des actionnaires pour un état des lieux approfondi et la détermination des modalités de mise en œuvre d'un plan de sauvetage. À ce propos, il a réitéré la disponibilité de l'État à accompagner cette initiative qui relève d'abord et avant tout de la responsabilité des principaux actionnaires. Revenant sur la matrice d'action relative aux inondations pour 2012, le président de la République a instruit le gouvernement de prendre toutes les dispositions pour la finalisation de cette matrice dans des délais rapides, avec une prise en compte exhaustive des interventions des différents services de l'administration et des collectivités locales. Dans ce cadre, il insiste sur la nécessité d'un suivi rigoureux du plan d'action pour rendre opérationnels tous les ouvrages de drainage avant la fin du mois de juin 2012 et pour assurer une exécution diligente des opérations pré-hivernales de curage, de désinfection, de désensablement et d'assainissement du réseau routier, ainsi que le prépositionnement des équipements de pompage sur l'ensemble du territoire. Pour la coordination des interventions, le président de la République demande la mise en place d'un comité technique chargé d'assurer un suivi régulier du plan d'action avec des visites rapprochées de terrain en relation avec les administrations déconcentrées et les élus locaux pour plus de réactivité et de proximité. Pour conclure sur cette question, le président de la République insiste enfin sur la nécessité, au-delà de la gestion des urgences, de mettre en œuvre des solutions structurelles pour une véritable politique d'assainissement et de lutte contre les inondations.
Dans le cadre de ces directives, le président de la République a instruit le gouvernement d'une part de rationaliser la composition de la commission chargée d'organiser le pèlerinage à la Mecque pour en réduire la taille et la rendre plus efficace, et d'autre part de réexaminer la structure des coûts du pèlerinage pour les rendre plus accessibles aux Sénégalais. En conclusion, le chef de l'État demande que soit fait le point sur tous les projets de coopération en cours, notamment ceux financés par le Fonds saoudien de développement et qui ne sont pas encore achevés ou dont les requêtes sont en cours d'examen. Au titre des mesures individuelles, Dr Papa Amadou Diak, médecin spécialiste en santé publique, matricule de solde numéro 514 036 H, précédemment médecin-chef de la région médicale de Thiès, est nommé directeur de la santé en remplacement du professeur Omar Faye. C'était là, Binta, l'intégralité du communiqué du Conseil des ministres. Merci Ibrahim Mboup. L'actualité se poursuit. Corriger les manquements de l'agrément national à l'exportation des produits de la pêche du Sénégal vers l'Europe. C'est tout l'objectif de la rencontre tenue dernièrement à Dakar par les acteurs de la filière. Il s'est agi en d'autres termes de rendre cette autorisation plus conforme aux exigences du marché international. Ndeye Aïda Dia. Les ressources tirées de la pêche pourraient à la longue baisser si des correctifs ne sont pas apportés à certains manquements. L'Office alimentaire et vétérinaire de l'Union européenne les avait répertoriés en 2010. Les marchés européens exigent en effet un certain nombre de critères pour obtenir l'agrément d'exporter. Les conditions sont multiples, sont liées à la qualité du poisson, sont liées à l'état de propreté et d'hygiène de la pirogue, des moyens de capture, des places où on les traite, des moyens de transport. Donc c'est tout un ensemble de critères qui définissent ces normes. Cette autorisation d'exporter, évaluée en 1996, est en situation de précarité au Sénégal. Des efforts sont donc requis de part et d'autre. La pêche doit continuer à jouer son rôle dans l'économie sénégalaise. En 2010, on a exporté 165 milliards pour 83 000 tonnes, donc c'est un marché qui est extrêmement important. Ce qui reste à faire, c'est de mieux valoriser ces produits-là, essayer de voir qui est qui dans ce secteur, et ne pas surtout permettre à n'importe qui de venir exporter, n'importe qui va venir travailler dans le secteur de la pêche. Tout ça, les Européens le savent, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui devons changer de comportement. Pour la sauvegarde de l'agrément, divers défis sont à relever. Il s'agit entre autres du contrôle des produits halieutiques au débarquement, de leur conservation dans les pirogues et de l'hygiène des sites de débarquement. Et nous reparlons de la célébration de la Journée mondiale de la presse. C'était hier. Le thème retenu cette année, traitement de l'information par rapport aux violences faites aux femmes et aux enfants. Une rencontre organisée au CESTI a permis de passer au peigne fin l'activité journalistique. Thiorodian nous en dit un peu plus. À chaque célébration de la Journée internationale de la presse, au lieu de céder à une autosatisfaction glorifiante, nous avons toujours préféré marquer une pause pour jeter un regard sans complaisance sur le métier, sur nos pratiques professionnelles. Se remettre en cause, toujours se remettre en cause, telle doit être l'attitude d'un journaliste. En cette Journée mondiale de la liberté de la presse, les acteurs du secteur ont voulu encore sensibiliser sur le traitement des sujets liés à la violence faite aux femmes et aux enfants. Le journaliste doit faire preuve de modération face à de tels sujets. Comment renverser la perspective? Non pas dans un sens de déséquilibrer l'information, mais comment renverser la perspective de telle sorte que les sujets de violence faites aux femmes et aux enfants soient perçus comme des sujets graves qui interpellent la société dans tous ses segments. Il y a au quotidien un discours qui est présent au niveau des radios, au niveau de la télévision, qui légitime, qui glorifie, qui justifie le statut de la femme, qui est décrié comme étant la cause principale de ces violences. On dit que c'est ces discours-là qu'on entend tous les jours. Parfois, la violence subie directement, en fait, elle est violente, mais ce n'est pas pour autant ce qui en fait un traumatisme. Pour nous, c'est surtout la répétition réelle ou symbolique qui peut en faire un traumatisme.
Bon nombre de spécialistes ont constaté des dérapages sur le traitement de l'information. Pour pallier ces manquements, il faut plus de vigilance de la part des professionnels de l'information et de la communication. Ce qu'on observe malheureusement aujourd'hui dans la presse, c'est qu'il n'y a pas véritablement des règles rigoureuses pour entrer dans cette profession. Comme l'impression qu'aujourd'hui peut être journaliste qui veut. Peut-être l'expression est excessive, mais elle traduit une certaine réalité. Il y a des dérapages, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de professionnalisme dans ce que nous faisons. Peut-être on peut dire que parfois il y a des brebis galeuses dans chaque secteur. Peut-être c'est ce qui nous touche aujourd'hui en tant qu'acteurs de la presse. Mais je pense que la presse sénégalaise est en train de faire un excellent travail, un travail qu'il faut saluer. La secrétaire générale du SYNPICS exhorte les professionnels de l'information à faire la distinction entre informer et communiquer, car la mission d'un journaliste, c'est d'informer juste et vrai, sans faire de propagande. Un invité dans ce journal, M. Ousmane Badiane, président par intérim du Conseil régional de Dakar. Bonsoir, M. Badiane. Bonsoir, Mme Mbeng Bintawagé. Voilà, M. Badiane, vous avez remplacé M. El Hadj Malik Gakou à la tête de cette institution. Dans quelle situation vous l'avez trouvé? En d'autres termes, comment se porte le Conseil régional de Dakar? Merci, Mme Mbeng. Pour commencer, je voudrais d'abord rendre un vibrant hommage au président sortant, El Hadj Malik Gakou, nommé ministre des Sports. Un milieu qu'il connaît très bien pour l'avoir pratiqué depuis plusieurs années. Nous profitons aussi pour adresser nos félicitations aussi à d'autres conseillers qui ont été nommés ministres. Il y a M. Ali Haïdar, qui est nommé à la tête du ministère chargé de l'écologie. Il y a notre collègue Oumar Gueye, nommé ministre de l'hydraulique et de l'assainissement. Il y a notre collègue Seydou Gueye, qui est secrétaire général du gouvernement. Et tout cela montre que le conseil régional regorge des hommes de qualité. Et si on devait faire la structure de la composition du conseil, vraiment, on se rendrait compte qu'il y a pratiquement toutes les compétences et tous les corps pratiquement professionnels. Donc c'est tout à leur honneur et nous leur sollicitons, nous leur souhaitons en tout cas beaucoup de succès dans l'accomplissement de leur mission. Maintenant, pour revenir à votre question, bon, il faut dire que j'assume l'intérim. L'intérim veut dire quoi? Veut dire que le président du Conseil régional de Dakar ayant été nommé ministre, il y a incompatibilité entre cette fonction de ministre et celle de président de conseil de région. C'est pourquoi le Code des collectivités locales prescrit la personne qui est nommée ministre à 1 mois pour choisir, faire son choix définitif. Et M. Gakou a fait son choix. La lettre de démission est acceptée par les ministres de tutelle. Donc je le remplace simplement le temps d'une élection qui doit être organisée dans 3 semaines, dans 2 semaines, le 16 précisément, où donc l'ensemble des élus locaux vont se réunir pour choisir un président et aussi choisir certainement aussi un vice-président aussi qui est nommé ministre et qui a déposé sa lettre. Et quelle est un peu la situation actuelle? Bon, la situation actuelle, il faut dire qu'il n'y a pas encore de passation à proprement dit. On a échangé les documents, mais ce que je peux vous dire, c'est que le Conseil régional, de façon globale, a un bilan positif. En venant dans cette institution en 2009, l'équipe de Berno Siggi Sénégal avait présenté un contrat de mandature au peuple sénégalais pour dire que donc si vous nous, tout au moins aux populations de la région de Dakar, pour dire que si vous nous élisez, bon, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, nous allons réaliser ceci ou cela. Maintenant, nous sommes à un chemin à mi-parcours, le mandat n'est pas encore terminé. Mais nous avons fait énormément de choses dans le domaine de l'éducation, en octroyant des bourses, en favorisant la promotion des langues nationales et le paiement des arriérés avec les moniteurs d'alphabétisation. Nous avons fait beaucoup de choses aussi dans la prise en charge du personnel au niveau donc des écoles, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement. C'est dire que donc nous sommes à mi-parcours, mais le bilan qui a été réalisé par l'équipe issu des élections locales de 2009 est un bilan globalement positif. Voilà, M. Badiane, c'est la 2e fois que vous êtes désigné comme président par intérim du Conseil régional de Dakar. Est-ce que qu'est-ce qui a changé entre-temps?
Oui, vous avez raison, parce que moi je suis venu au conseil régional en 2002, les élections locales du 22 mai 2002. À ce moment-là, c'était la coalition SOPI. Notre parti était membre de cette coalition SOPI qui avait porté Maître Wade au pouvoir, donc où le président Ablaye Faye était choisi pour être à la tête du conseil régional. Moi, j'étais son premier vice-président. Quand ce dernier aussi a été nommé ministre dans le gouvernement de Hadjibou Soumaré en 2007, là aussi la loi me donnait l'obligation de le suppléer pour un intérim en attendant qu'on ait un nouveau président. C'est vrai que cet intérim est particulier puisqu'il a duré 6 mois où il y avait des difficultés pour trouver un président et par la suite le chef de l'État sortant a pris un décret pour dissoudre le conseil régional et installer une délégation spéciale qui a fait que cette délégation a fonctionné pendant 1 an. Maintenant, Dieu merci, avec les élections locales de 2009, la coalition Benno Siggil Sénégal, dont mon parti faisait membre, est revenue, c'est ça, donc a gagné donc la région de Dakar et j'ai été proposé pour assumer les fonctions de deuxième vice-président que j'ai accepté. Maintenant, ce qui a changé, c'est peut-être la majorité, parce qu'avant il y avait une majorité libérale. Aujourd'hui, il y a une majorité donc, avec Benno Siggil Sénégal. Maintenant, ça s'est même élargi, puisqu'il y a Benno Bokk Yakaar, puisqu'entre-temps, la coalition s'est élargie. Mais il faut dire que ce dont il faut se féliciter, c'est l'esprit dans lequel le Conseil travaille. M. Gakou a dirigé le Conseil dans un esprit d'ouverture, de partenariat, de concertation et de dialogue, qui fait que quand on vient au Conseil régional, on ne sait pas qui appartient à quelle formation politique. On a l'impression d'être devant une famille unie où toutes les décisions, les budgets est voté presque à l'unanimité. Ça aussi, c'est parce qu'il y a un formidable élan de mobilisation, de solidarité entre l'ensemble des conseillers. Et ça, je profite aussi pour leur exprimer mes sentiments de profonde gratitude. Voilà, M. Badiane, vous avez félicité votre prédécesseur, c'est-à-dire que vous avez bien apprécié ce qui est sa gestion. Maintenant, M. Badiane, vous êtes candidat au poste de président du Conseil régional de Dakar. Et si vous êtes élu, quelles seront vos priorités? Merci beaucoup. Je suis candidat simplement parce que je pense qu'une institution a besoin de continuité. Dieu merci, j'ai fait 10 ans au Conseil régional, puisque je vous ai dit que je suis venu en 2002. On est en 2002, ça fait 10 ans. Dieu merci aussi, j'ai eu la chance d'occuper aussi le poste de premier vice-président, membre donc, du bureau. Donc je suis au cœur et au courant de tous les dossiers donc, qui agitent le Conseil. Et quand j'ai été président intérimaire, par intérim, durant les 6 mois que j'ai assumé cette fonction, je suis là, à ce moment-là, la coopération avec la région de l'Île-de-France était un peu difficile, c'était presque suspendu. C'est moi qui ai pris l'initiative d'aller en France, rencontrer le président Jean-Paul Huchon, pour lui dire que, donc, monsieur le président, nous n'avons pas le droit de bloquer une coopération entre 2 peuples. Ce qui nous unit, ce sont 2 peuples qui nous unissent à travers nos 2 institutions. S'il y a des difficultés, il faut se parler entre amis, entre partenaires. Et quand je l'ai fait, donc vraiment on s'est entendu, on s'est compris, les équivoques ont été levés. Et finalement, la coopération est repartie de plus belle. Il y a pas longtemps, on a tenu une séance dans le cadre de la coopération où on fait le point de la coopération. Ça s'est vraiment élargi et renforcé. Et même actuellement, la région de l'Île-de-France nous a envoyé 2 experts pour encore un accompagnement scientifique et technique dans l'élaboration des projets et des programmes de développement. C'est dire tout simplement qu'aujourd'hui, c'est ça qui me pousse à me présenter, parce que je crois que nous avons des ambitions pour la région. Je voudrais simplement dire que pour les régions, pourquoi c'est important? Je voudrais citer simplement 3 missions. Ma première ambition, c'est d'affirmer le leadership de la région de Dakar comme porte d'entrée de toutes les interventions à la base, pour asseoir un développement durable fondé sur une démarche participative et partenariale qui implique l'ensemble des élus dans la gestion de l'institution. Ça, c'est très important. Deuxième ambition que j'ai pour le Conseil régional de Dakar, c'est promouvoir une gestion concertée de façon permanente. Parce que la région a pour rôle essentiel d'être un espace d'élaboration
de plans régionaux de développement à travers le PRDI, le plan régional de développement intégré, le schéma régional d'aménagement du territoire, le schéma régional urbain. C'est-à-dire que donc la région, c'est un espace entre l'État et les autres niveaux de collectivités locales. Et en tant que tel, c'est une région qui a une mission de coordination, d'orientation, d'impulsion du développement à la base, mais bien sûr dans une démarche participative et partenariale avec l'ensemble des autres niveaux de collectivités locales, justement pour faire en sorte que le formidable potentiel qui existe dans notre région et qui est sous-exploité puisse être exploité et mise au service des populations de Dakar. Monsieur Badiane, je pense que ça c'est très clair pour les téléspectateurs, mais le conseil régional n'est pas très connu. Si je dis pas très connu, n'est pas très médiatisé. Donc vous, si vous êtes élu, qu'est-ce que vous comptez faire pour une plus grande visibilité de l'institution? Vous avez parfaitement raison. Le conseil régional n'est pas très bien connu. On connaît mieux la mairie. Tout à fait. Ce que je compte faire, c'est d'abord avoir une bonne politique de communication, puisque le conseil fait beaucoup de choses. Mais on peut faire beaucoup de choses, mais si ce n'est pas médiatisé, peut-être seuls ceux qui sont concernés sont au courant de cette chose. Or, aujourd'hui, puisque nous sommes élus par les populations, nous sommes là pour